Le soleil implacable du désert du Nouveau-Mexique se couche, peignant le ciel de teintes orangées et violettes qui masquent la froideur imminente de la nuit. À l'intérieur d'une caravane anonyme, isolée du monde par des kilomètres de sable et de broussailles, une femme se réveille. Sa tête est lourde, sa bouche pâteuse, un brouillard chimique obscurcissant ses dernières pensées. L'air est confiné, imprégné d'une odeur âcre de produits de nettoyage et de quelque chose d'autre, une odeur métallique et ancienne. Le silence est total, absolu, comme si les murs eux-mêmes absorbaient tout son. Ses poignets et ses chevilles sont entravés par un métal froid et lourd, les chaînes fixées à une table gynécologique qui occupe le centre de la pièce. La panique monte dans sa gorge, mais avant qu'un cri ne puisse s'échapper, un clic sec et le vrombissement mécanique d'un magnétophone brisent le silence, annonçant le début d'un rituel terrifiant. Ce n'est pas un cri de rage ni une menace gutturale qui émane des haut-parleurs, mais une voix d'homme calme, posé, presque didactique, dépourvue de toute émotion apparente. C'est la voix de David Parker Ray, et elle récite ce qu'il appelle sa cassette d'orientation. Sans hâte, avec une clarté effrayante, il détaille le nouveau monde dans lequel sa captive vient d'entrer. Il explique les règles, les punitions, les instruments qui l'entourent et l'usage qu'il compte en faire. Chaque mot est choisi pour déshumaniser, pour anéantir tout espoir. Il ne parle pas de meurtre, mais d'une servitude totale, de la transformation de sa victime en un simple objet pour assouvir ses fantasmes les plus sombres. L'arme première de Ray n'est pas le scalpel ou le fouet, mais cette voix méthodique qui s'infiltre dans l'esprit, brisant la volonté bien avant de briser le corps. Cet architecte du cauchemar a baptisé son sanctuaire pervers, la boîte à jouets. Ce n'était pas une simple cellule improvisée, mais une chambre de torture méticuleusement conçue et équipée, le fruit d'un investissement de plus de 100 000 $. Chaque surface était pensée pour être nettoyée facilement, chaque recoin insonorisé pour étouffer les cris. Des miroirs recouvraient le plafond, non par vanité, mais pour que la victime soit forcée de se voir, de devenir spectatrice de sa propre dégradation. Des moniteurs vidéo, des équipements chirurgicaux, une collection macabre de chaînes, de fouets et de pinces étaient soigneusement rangés, prêts à l'emploi. Située à Elephant Butte, au cœur d'une petite communauté tranquille, cette caravane était la matérialisation physique de la psyché tordue de David Parker Ray, un théâtre privé où il était à la fois metteur en scène, acteur et seul spectateur de ses pièces sadiques. Vu de l'extérieur, David Parker Ray incarnait une facette rassurante du rêve américain. Né en 1939, son parcours semblait remarquablement ordinaire. Un diplôme d'études secondaires, un service honorable dans l'armée de l'air en tant que mécanicien et une vie civile ponctuée de plusieurs mariages et divorces. Pour ses voisins d'Elephant Butte, il était un homme serviable, un citoyen banal qui entretenait sa propriété et ne faisait pas de vagues. Ce masque de normalité était son arme la plus redoutable. Doté d'un charisme certain et d'une capacité de manipulation hors du commun, il savait mettre les gens en confiance, désarmant leur méfiance par une conversation amicale ou une offre d'aide. Personne dans cette petite communauté soudée ne pouvait imaginer que derrière le sourire de cet homme se cachait un abîme de perversité, une double vie orchestrée avec une discipline militaire qui lui permettait de chasser à la vue de tous. Sous cette façade méticuleusement entretenue, se cachait un monstre dont les appétits s'étaient formés dès l'adolescence. Ray n'était pas un tueur impulsif, il était un prédateur cérébral, un sadique sexuel, dont le plaisir ultime résidait dans le contrôle absolu et la dégradation psychologique de ses victimes. Fasciné par le bondage et la domination, il se voyait comme un maître des jeux mentaux, convaincu de pouvoir droguer ses captives au point d'effacer leurs souvenirs, les transformant en esclaves amnésiques. La boîte à jouets était l'aboutissement de ses fantasmes, une cathédrale dédiée à la douleur qu'il avait mis des années à perfectionner. Sa motivation n'était pas la mort, mais la possession totale de l'esprit et du corps, un désir organisé et calculé d'infliger une souffrance si profonde qu'elle anéantissait l'identité même de ses victimes. Cynthia Vigil, elle, représentait la fragilité que Ray cherchait à exploiter. En mars 1999,
Elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité personnelle lorsqu'elle croisa la route du prédateur sur un parking. Ray, utilisant son autorité factice, se présenta comme un agent de police en civil, une ruse simple mais terriblement efficace. Le badge qu'il brandissait était un symbole de protection, mais il devint pour Cynthia le sceau de son entrée en enfer. Menottée et conduite sans résistance dans sa voiture, elle ne comprit l'ampleur du piège que lorsqu'elle se réveilla enchaînée dans la boîte à jouets. Pendant 3 jours, elle subit des tortures d'une brutalité inouïe, son corps et son esprit poussés aux limites de l'endurance. Mais contrairement aux autres, quelque chose en elle refusait de se briser complètement. Au 3e jour de son calvaire, alors que Ray et sa complice, Cindy Handy, étaient momentanément distraits, une fraction de seconde d'inattention leur fut fatale. Cynthia saisit cette opportunité quasi miraculeuse. Poussée par une poussée d'adrénaline et une volonté de vivre indomptable, elle réussit à se libérer de ses entraves et à s'enfuir de la caravane. Sa course désespérée sur une route de campagne est une image gravée dans l'histoire criminelle. Une femme nue, blessée, courant pour sa vie sous le ciel froid du désert, ne portant pour tout vêtement qu'un collier de chien en cuir autour du cou, symbole brutal de sa captivité. Cette fuite héroïque n'était pas seulement un acte de survie personnelle, c'était l'étincelle qui allait réduire en cendres le royaume secret de David Parker Ray. Bien avant Cynthia, une autre femme avait survécu à l'enfer de la boîte à jouets. En 1996, Kelly Garrett fut piégée par la propre fille de Ray, Jessie, qu'elle considérait comme une amie. Après avoir été droguée dans un bar, elle se réveilla dans le même cauchemar. Elle fut torturée, violée et laissée pour morte au bord d'une route. Miraculeusement, Kelly survécut, mais son calvaire ne s'arrêta pas là. Lorsqu'elle raconta son histoire à la police et même à son propre mari, personne ne la crut. Son récit fut jugé trop horrible pour être vrai, la laissant seule avec son traumatisme. Cette défaillance tragique du système permit à Ray de continuer à sévir pendant 3 années supplémentaires. Le témoignage de Kelly, initialement rejeté, allait cependant refaire surface des années plus tard, devenant une pièce maîtresse pour prouver l'étendue de la cruauté de Ray. L'histoire de David Parker. Ray ne commence pas avec le cri de sa dernière victime, mais s'enracine bien plus profondément dans le temps, dans l'Amérique des années 1950. Selon ses propres dires et les soupçons tardifs des enquêteurs, ses activités criminelles auraient débuté à cette époque, évoluant progressivement d'une perversité fantasmée à des actes de plus en plus audacieux et violents. Pendant des décennies, il a perfectionné sa technique de prédateur, naviguant sous le radar de la justice, laissant derrière lui une traînée de vie brisée et de disparitions non élucidées. Cette longue période d'incubation a transformé un jeune homme aux pulsions sadiques en un monstre organisé, un architecte du mal qui a eu tout le loisir de construire son royaume de torture, brique par brique, dans l'indifférence générale du désert du Nouveau-Mexique, devenant une légende macabre avant même que son nom ne soit connu. Un tournant crucial, une chance manquée de mettre fin à l'horreur, se présente en 1986. Jessie Ray, sa propre fille, complice et victime de son emprise psychologique, franchit la porte d'un bureau du FBI. Avec un courage qui sera plus tard occulté par son rôle dans les crimes, elle tente d'alerter les autorités. Ses paroles sont glaçantes. Elle accuse son père de kidnapper, torturer et même de vendre des femmes au Mexique. Mais face à l'incrédulité des agents, son récit est jugé trop vague, trop confus, peut-être le fruit d'un conflit familial. Aucune enquête sérieuse n'est lancée. Cette décision institutionnelle aura des conséquences tragiques, offrant à Ray 13 années supplémentaires de liberté pour continuer à chasser. Un sauf-conduit involontaire qui coûtera cher à de nombreuses femmes, dont Kelly Garrett. Le 24 juillet 1996, le système de Ray fonctionne à la perfection. Kelly Garrett, une jeune femme qui ne se méfie pas, accepte un verre de la part de Jessie Ray. La drogue agit rapidement. Elle se réveille dans la boîte à jouets, désorientée, enchaînée et à la merci de David Parker Ray. Pendant des heures, elle endure un calvaire sadique, une torture à la fois physique et psychologique, orchestrée par Ray et sa fille. La croyant morte ou mourante, il l'abandonne sur le bord d'une route comme un déchet. Sa survie est un miracle, mais elle est suivie d'une seconde épreuve, le mur du déni.
Son histoire, jugée invraisemblable, est balayée d'un revers de main, la laissant seule avec ses cicatrices visibles et invisibles. Ray, conforté dans son impunité, sait désormais qu'il peut même se permettre de laisser une survivante derrière lui. Le temps passe, et le 19 mars 1999, le prédateur frappe à nouveau. Sa cible est Cynthia Vigil. La scène se déroule sur un simple parking, un lieu de passage anodin. Ray utilise sa méthode éprouvée. Il se fait passer pour un policier, une figure d'autorité qui neutralise toute résistance. Pour Cynthia, la vue du badge et des menottes ne laisse place à aucun doute. Elle obéit. Ce n'est que plus tard, dans le silence assourdissant de la caravane insonorisée, qu'elle comprendra la nature du piège. Pendant 3 jours, elle vit le même enfer que Kelly Garrett, soumise au rituel de la cassette audio et aux tortures méticuleusement planifiées de son bourreau. Ray est au sommet de son art macabre, confiant, ne se doutant pas une seconde que sa routine bien huilée est sur le point de voler en éclats. Le 22 mars 1999, l'impensable se produit, profitant d'un instant de négligence de Ray et de sa compagne, Cindy Handy. Cynthia Vigil accomplit un acte d'une bravoure inouïe. Elle s'échappe. Sa fuite éperdue sur la route, nue et portant un collier de chien, est le catalyseur qui déclenche la fin du règne de terreur. Un automobiliste, horrifié, s'arrête et alerte les secours. Pour la première fois, une victime vivante et crédible peut désigner son tortionnaire et indiquer l'emplacement précis de la chambre des horreurs. L'appel au service de police marque un point de non-retour. La bulle de secret que Ray avait mis des décennies à construire vient d'être percée par la détermination d'une seule femme à survivre. L'arrivée des enquêteurs sur la propriété de David Parker Ray confirme les pires craintes. La boîte à jouets est là, exactement comme Cynthia l'a décrite. En forçant la porte, les policiers pénètrent dans l'antre du mal. La scène est surréaliste, un mélange de clinique chirurgicale et de donjon médiéval. Des instruments médicaux, des fouets, des chaînes, des jouets sexuels d'une cruauté inimaginable sont soigneusement rangés. Des écrans vidéo et des miroirs tapissent les murs et le plafond. Au milieu de ce décor macabre, une pièce à conviction se révèle plus accablante que toutes les autres. Le magnétophone, avec à l'intérieur la fameuse cassette d'orientation. En appuyant sur lecture, les enquêteurs entendent pour la première fois la voix calme et posée de Ray, décrivant son programme de torture. Le monstre a enfin un visage et une voix. L'enquête qui suit démêle un écheveau de complicité complexe. David Parker. Ray n'agissait pas seul. Sa petite amie, Cindy Handy, était une participante active. Son amie, Dennis Roy Yancey, était impliquée dans l'enlèvement d'une des victimes. Et puis, il y a le cas tragique de sa fille, Jessie Ray, à la fois complice et, d'une certaine manière, première victime. En 2001, le procès met en lumière l'horreur de leurs actes. Grâce aux témoignages poignants de Cynthia Vigil et de Kelly Garrett, dont l'histoire est enfin validée par des preuves matérielles, David Parker Ray est reconnu coupable et condamné à une peine de 223 ans de prison, une sentence qui garantit qu'il mourra derrière les barreaux. Ses complices reçoivent également des peines de prison pour leur participation active à cet empire de la douleur. Le dernier chapitre de la vie de David Parker Ray s'écrit le 28 mai 2002. Il meurt d'une crise cardiaque dans sa cellule, emportant avec lui ses secrets les plus sombres. Malgré des recherches approfondies, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Combien de femmes ont péri dans la boîte à jouets? Où sont leurs dépouilles? Ray ne l'a jamais dit. Sa mort laisse les familles des disparus dans une incertitude éternelle, un deuil impossible. Le silence final du tueur de la boîte à jouets est son dernier acte de cruauté, un vide qui hante encore le désert du Nouveau-Mexique et qui laisse une question glaçante en suspens. Combien de victimes n'ont jamais eu la chance de raconter leur histoire? La tension la plus pure et la plus insidieuse dans l'affaire David Parker. Ray ne provient pas du cliquetis des chaînes, mais du sifflement d'une bande magnétique. Imaginez la scène du point de vue de la captive. L'obscurité, le froid, la désorientation. Puis cette voix, dénuée de toute colère, commence son monologue. « Tu peux crier, personne ne t'entendra », dit-elle calmement. « Désormais, tu m'appartiendras. Tu n'as plus de nom. Tu es mon esclave. » La voix détaille ensuite, avec une précision chirurgicale, un menu d'actes sadiques, comme si elle lisait une liste de courses. Elle parle de drogues qui effaceront la mémoire, de sessions de torture qui seront enregistrées pour son plaisir ultérieur.
Le suspense ne réside pas dans la question de savoir si l'horreur va commencer, mais dans l'attente insoutenable de quand et sous quelle forme, alors que la voix continue de défiler, érodant chaque parcelle de résistance psychologique avant même que le premier contact physique n'ait lieu. Changeons de perspective et suivons les pas des enquêteurs qui pénètrent pour la première fois dans la boîte à jouets. L'air est lourd, vicié. Chaque objet est une source de tension silencieuse. Leurs lampes de poche balaient les murs, révélant la collection d'instruments. Ils avancent avec précaution, ne sachant pas s'ils vont trouver un corps, ou pire, une victime encore en vie. La tension monte d'un cran lorsqu'un officier ouvre une armoire et découvre une pile de cassettes vidéo. Elles ne portent aucune étiquette, juste des dates et des initiales. Un silence pesant s'installe. Chaque bande est une promesse de l'indicible, un enregistrement de la souffrance humaine. La question qui hante chaque personne présente est implicite. Que contiennent vraiment ces bandes? Sont-ils sur le point de devenir les témoins posthumes des derniers moments d'une femme disparue? La vérité est là, à portée de main, mais elle est potentiellement insoutenable. Le suspense s'épaissit encore quand on s'interroge sur la dynamique entre Ray et ses complices. Prenons Cindy Handy, sa petite amie. Des extraits de son journal intime, retrouvés plus tard, révèlent une adoration tordue pour Ray, mais aussi des moments de doute. Était-elle une participante enthousiaste ou une femme prise au piège par un maître manipulateur? On peut imaginer une scène où elle observe Ray travailler sur une victime. Son regard est-il empli de fascination ou de peur? Un mot, un geste de sa part pourrait-il changer le cours des choses? Cette ambiguïté est une source de tension constante. Le monstre n'est peut-être pas seul, mais entouré de miroirs déformants, de volontés soumises ou de perversité partagée. Chaque complice est une énigme, une boîte noire dont les motivations profondes nous échappent, rendant le mal encore plus insaisissable. Rien n'est plus angoissant que le spectre d'une catastrophe qui aurait pu être évitée. Le récit de la tentative de Jesse Ray, en 1986, de dénoncer son père au FBI, est un point de tension rétrospective majeur. À chaque fois que l'on évoque une victime postérieure à cette date, l'ombre de cet échec plane. On revoit cette jeune femme, assise dans un bureau fédéral, livrant des informations qui, si elles avaient été prises au sérieux, auraient sauvé des vies. Le suspense ne vient pas de l'action, mais de l'inaction. Pourquoi ne l'a-t-on pas cru? Cette question sans réponse transforme le drame en une tragédie de la négligence, où le mal a pu prospérer non seulement à cause de la cruauté d'un homme, mais aussi à cause de la surdité d'un système. Chaque nouveau crime de Ray après 1986 devient une accusation silencieuse contre ceux qui n'ont pas su écouter. Enfin, la tension survit à l'arrestation, au procès et même à la mort de David Parker Ray. Elle se déplace de la caravane confinée vers l'immensité du désert du Nouveau-Mexique. Ce paysage aride et silencieux devient le dernier gardien des secrets du tueur. Les enquêteurs ont retourné le sol autour de sa propriété, sans succès. On sait qu'il y a eu d'autres victimes, potentiellement des dizaines. Mais où sont-elles? Le désert ne parle pas. Chaque coup de vent qui soulève le sable semble murmurer une histoire inachevée. Le suspense ultime n'est pas de savoir ce que Ray a fait, mais ce que nous ne saurons jamais. L'horreur n'est pas entièrement contenue derrière les barreaux ou dans une tombe. Elle est dissoute dans le paysage. Une menace latente, un rappel constant que la justice a été rendue, mais que la vérité, elle, reste enterrée quelque part sous le soleil implacable. L'esprit de David Parker Ray est un labyrinthe bien plus terrifiant que sa boîte à jouets. Le diagnostic de trouble de la personnalité antisociale n'est qu'une étiquette clinique qui peine à décrire l'ampleur de sa perversité. Ray n'était pas un psychopathe chaotique. Il était un ingénieur de la souffrance. Son sadisme n'était pas une simple pulsion, mais une vocation, une forme d'art macabre qu'il planifiait avec une méticulosité obsessionnelle. La construction de la caravane et l'écriture du script de sa cassette audio étaient les véritables expressions de sa pathologie. Il ne cherchait pas simplement à blesser, mais à déconstruire l'âme humaine, à prouver qu'il pouvait effacer l'identité d'une personne pour la remplacer par une créature soumise à sa seule volonté. C'était l'acte ultime de narcissisme. Se faire le dieu d'un univers clos où il était le seul maître de la réalité, de la douleur et de la mémoire. Le mal, cependant, a rarement un seul visage.
La participation active de ses complices, notamment sa petite amie Cindy Handy, soulève une question troublante. Comment la cruauté devient-elle contagieuse? Était-elle une simple marionnette, terrorisée et manipulée par un homme charismatique et dominant? Ou Ray a-t-il décelé en elle une noirceur latente, une prédisposition à la violence qu'il n'a eu qu'à encourager? Leur relation semble relever d'une dynamique perverse, une folie à deux, où les fantasmes de l'un sont adoptés et amplifiés par l'autre. La présence de Cindy transforme le crime d'un acte solitaire en une entreprise collaborative, un petit culte sadique. Cela force à s'interroger sur la fragilité de la morale humaine face à la manipulation et sur la capacité de certains individus à abandonner leur propre humanité pour partager celle, monstrueuse, d'un autre. Le cas de Jessie Ray, la fille du tortionnaire, est sans doute le plus complexe sur le plan psychologique. Élevée au cœur de l'horreur, complice dès son plus jeune âge, elle est la preuve vivante que le mal peut être un héritage. Son dilemme est celui d'une âme déchirée entre une loyauté filiale toxique et une conscience morale qui n'a pas été entièrement anéantie. Sa tentative de dénoncer son père en 1986 n'est pas l'acte d'une simple complice, mais celui d'une victime qui tente de s'extraire d'une toile d'araignée tissée depuis sa naissance. Elle incarne la dissonance cognitive à son paroxysme, aider le monstre tout en sachant qu'il est un monstre. Son histoire explore les cicatrices indélébiles de l'enfance dans un environnement de perversité absolue et pose la question de la culpabilité et de la responsabilité lorsque la frontière entre victime et bourreau est si tragiquement floue. Au-delà de la psychologie individuelle, l'affaire Ray expose une profonde faille sociale, le phénomène de l'aveuglement collectif. Comment un tel prédateur a-t-il pu opérer pendant des décennies au sein d'une petite communauté comme Elephant Butte sans jamais être démasqué? La réponse réside dans le pouvoir de la normalité. Ray portait le masque du bon voisin, de l'ancien militaire, du citoyen ordinaire. Cette façade agissait comme un bouclier, rendant l'horreur impensable et donc invisible. La boîte à jouets, garée à côté de sa maison, est le symbole de cette dissonance. Le mal le plus extrême peut coexister avec la banalité du quotidien. Cela interroge notre tendance à ne pas vouloir voir ce qui dérange, à accepter les apparences et à croire, à tort, que les monstres ont une apparence de monstres. Enfin, le rejet initial du témoignage de Kelly Garrett met en lumière une défaillance institutionnelle et sociétale tragique. Le fait que ni la police, ni même son mari ne l'aient en tête cru, illustre un préjugé tenace, la victimisation secondaire. Son récit était si extrême, si horrible, qu'il a été jugé plus facile de douter de sa santé mentale que d'accepter l'existence d'une telle dépravation. Ce déni systémique a non seulement infligé un traumatisme supplémentaire à une survivante, mais il a aussi donné à Ray un permis tacite de continuer. Cela soulève une question fondamentale sur la manière dont notre société écoute les victimes, en particulier les femmes. L'affaire David Parker Ray prouve que le silence et l'incrédulité peuvent être des complices involontaires, mais terriblement efficaces. De la cruauté la plus absolue. Le point culminant de cette sombre histoire n'est pas une confrontation violente, mais un acte de pure volonté. La fuite de Cynthia Vigil. C'est le moment où le scénario méticuleusement écrit par David Parker Ray est déchiré par l'instinct de survie de sa victime. La tension atteint son paroxysme dans cette course effrénée. Chaque seconde est un combat. On imagine son cœur battant la chamade, le sol glacé et coupant sous ses pieds nus, l'air glacial du désert brûlant ses poumons, la peur d'entendre un moteur derrière elle, la vision de sa propre nudité et du collier de chien, symbole de sa déshumanisation. Tout cela alimente une détermination féroce. Lorsqu'elle atteint enfin une porte et que des mains secourables se tendent vers elle, ce n'est pas seulement sa propre libération qu'elle obtient, c'est l'effondrement de tout l'univers de Ray. Le silence de la boîte à jouets est brisé à jamais par le bruit du monde extérieur qui s'y engouffre. Le second climax, plus silencieux mais tout aussi puissant, se déroule dans l'enceinte solennelle d'une salle d'audience. C'est là que Kelly Garrett, la survivante que personne n'avait crue, fait face à son bourreau. Des années après avoir été rejetée et humiliée, sa voix résonne enfin avec l'autorité de la vérité. Le silence est total lorsqu'elle raconte son calvaire,
chaque mot étant validé par les preuves macabres découvertes dans la caravane. Son témoignage est le coup de grâce. Ce n'est pas seulement le récit d'une victime, c'est l'acte d'accusation d'une femme qui a survécu à l'enfer et au déni. Face à elle, David Parker Ray, autrefois tout-puissant dans son royaume de torture, n'est plus qu'un homme ordinaire dans un box des accusés, son aura de contrôle anéanti par la force d'un témoignage trop longtemps étouffé. Le dénouement judiciaire tombe comme un coup près. Reconnu coupable d'enlèvement et de torture, David Parker Ray est condamné à une peine de 223 ans de prison. Le verdict est une reconnaissance par la société de la nature exceptionnelle de sa dépravation. Il ne s'agit pas de réhabilitation, mais de mise à l'écart définitive. Ses complices subissent également les conséquences de leurs actes. Cindy Handy et Jesse Ray sont condamnés pour leur participation, leur peine reflétant la complexité de leur rôle. La justice, bien que tardive, est rendue. La réponse sociale est un mélange d'horreur, de fascination morbide et de soulagement. Les portes de la boîte à jouets sont scellées et ses architectes sont enfermés, laissant une communauté et une nation entière contempler comment une telle horreur a pu exister en leur sein. Pour les survivantes, le verdict n'est pas une fin, mais le début d'un long chemin de reconstruction. Cynthia Vigil et Kelly Garrett ont gagné leur bataille judiciaire, mais la guerre contre leurs démons intérieurs durera toute leur vie. Elles sont devenues, malgré elles, des symboles de la résilience humaine. Leur courage a mis fin au règne d'un monstre. Mais le prix à payer est une existence à jamais marquée par le traumatisme. Le véritable impact du crime se mesure ici, dans les cauchemars qui persistent, dans la méfiance envers le monde, dans la lutte quotidienne pour retrouver un sentiment de sécurité. Leur héritage n'est pas celui de victimes, mais de guerrières qui ont traversé les flammes et ont survécu pour raconter l'histoire, s'assurant que la voix de leur tortionnaire ne soit pas la dernière à être entendue. Le dénouement final est à la fois une conclusion et une absence de conclusion. Le 28 mai 2002, David Parker Ray meurt d'une crise cardiaque en prison. Sa mort est banale, presque décevante pour un homme dont la vie a été consacrée à orchestrer la souffrance. Il emporte avec lui la réponse à la question qui hante les enquêteurs et les familles des disparus. Où sont les corps? Pour les proches des femmes qui se sont volatilisées dans la région au fil des décennies, cette mort sans confession est une torture finale. Ils sont condamnés à une incertitude perpétuelle. Les conséquences de ces crimes s'étendent bien au-delà de ces victimes connues, créant des cercles de deuil infinis. La boîte à jouets est peut-être fermée, mais le désert du Nouveau-Mexique reste un cimetière sans nom, un monument silencieux à l'héritage incomplet de l'un des prédateurs les plus sadiques d'Amérique. L'affaire David Parker Ray n'est pas seulement le récit d'un monstre isolé, mais un examen sombre et dérangeant de la nature du mal, de la complicité silencieuse et de l'incroyable résilience de l'esprit humain. Elle nous oblige à nous confronter à une vérité inconfortable. La cruauté la plus extrême peut être méticuleusement organisée et se dissimuler derrière la façade la plus banale. L'histoire de la boîte à jouets nous interroge sur notre propre aveuglement et sur les défaillances d'un système qui a refusé d'écouter la voix de ses victimes. Mais par-dessus tout, le courage de survivantes comme Cynthia Vigil et Kelly Garrett brille comme un phare dans cette obscurité. Leur volonté de vivre est un témoignage puissant que, même face à l'horreur absolue, l'humanité peut prévaloir. L'héritage de cette affaire est donc double. C'est un avertissement glaçant que les monstres les plus effrayants sont bien réels, mais aussi un rappel que l'espoir peut s'échapper des chaînes les plus solides.